Pouvez-vous présenter la FCCP en quelques mots? La FFCP, c'est une fédération qui a été fédérale de 1921 à 1957, qui était un dérivé de la FFL, Fédération Française de Lutte. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le catch, à l'époque, était considéré comme sport professionnel. Donc, la FFL avait sa section professionnelle, qui était la Fédération Française de Catch Professionnel. Puis, elle est devenue culture, par la suite, sur une loi en 1976 qui est passée. Donc à partir de là, elle a toujours existé. Celui qui l'a eu le plus longtemps, c'était Roger Delaporte, le catcheur bien connu, qui était propriétaire de l'Élysée-Montmartre, qui a été mon patron. Et moi, en 1985, j'ai eu un grave accident, donc j'ai arrêté. À partir de là, comme j'étais la dernière des vedettes de Delaporte, il a vendu l'Élysée, mais en revanche, il avait gardé la Fédération Française de Catch. Donc moi, je lui ai racheté les droits de la Fédération Française de Catch, et j'ai été élu président à l'époque. Donc voilà les antécédents de la FFCP, qui a été la première fédération mondiale avec la NWA aux États-Unis. D'accord. Vous avez demandé de l'aide au secrétaire d'État de M. Bernard Laporte, Oui. il y a 3-4 ans. Ce dernier vous a-t-il apporté son aide comme promis? Oui, alors, c'est pas de l'aide que j'ai demandé à Bernard Laporte quand il était au secrétariat des sports et de la jeunesse. C'était un soutien dans les combats que je mène dans le catch. C'est-à-dire les combats que je mène dans le catch en Europe, c'est les stéroïdes. Donc je suis totalement contre les stéroïdes, puisqu'on s'aperçoit que les Américains, ceux qu'on voit à la télévision, dit les superstars du catch américaines, sont chargés à mort, mais meurent à partir de 40 ans, ils ont tous des crises cardiaques. C'était le premier phénomène. Le deuxième phénomène, je me bats sur une prévention par rapport aux enfants. Et le troisième combat, je me bats un peu contre cette mafia qu'il y a dans le catch actuellement et qui règne en permanence, si vous préférez. Donc Bernard Laporte me suivait, on avait un dossier, on devait ouvrir des écoles un peu partout parce que par ailleurs, j'ai un plan socio-éducatif où je vais chercher des mômes dans les cités pour essayer de leur apprendre des métiers du sport-spectacle au lieu qu'ils crament des voitures. Et là-dessus, lui, il était OK pour me suivre, puisqu'on sait que Bernard Laporte vient du sport, c'est un sportif avant tout, avant d'être un ministre, et il était d'accord. Voilà. Simplement, il a été débarqué. Enfin, je suis toujours en rapport avec des ministres et toujours en contact avec l'Élysée en permanence. Vous travaillez actuellement avec Ramayad? Je ne travaille pas avec Ramayad parce que Ramayad, ça n'intéresse pas. Ça, j'ai déjà dit dans la presse, ça ne l'intéresse vraiment pas du tout. D'ailleurs, je crois que cette dame n'est pas du tout intéressée par le sport, si vous voulez mon avis. Elle est plus intéressée par l'intérieur. Comme beaucoup de ministres en place, d'ailleurs, qui souhaitent plus diriger des policiers que s'occuper des affaires sociales et préventives dans notre pays. La WWE ayant passé la vitesse supérieure en multipliant ses tournées en France, surtout cette année, n'avez-vous pas peur que cela étouffe le marché pour les fédérations françaises, voire européennes? Non, parce que c'est un autre job que font les Américains. Moi, je le connais pour avoir travaillé avec eux, collaboré avec eux. Les Américains font du marketing, du merchandising. Si on ne l'a pas compris, on ne le comprendra jamais. C'est-à-dire que ce que vous voyez comme produit à la télévision, c'est pas du catch, c'est des feuilletons qui sont tournés à la mode, à la sauce hollywoodienne, si vous préférez, avec des montages, avec des figurants et non un réel public. Vous comprenez? En revanche, quand ils viennent en France, s'ils remplissent les salles, les gens sont quelque peu déçus parce qu'ils ne revoient pas en live ce qu'ils ont à la télévision, voyez-vous, que nous, on voit vraiment ce qu'on fait en live. Voilà, donc moi, ça ne m'inquiète pas plus que ça. La meilleure période de catch en France, selon vous, c'était les années 50, 60, 2000? Alors, il y a eu plusieurs périodes. Évidemment, ça a été les années 50-60. Après, il y a eu d'autres gens comme moi qui sont arrivés dans les années 70, qui ont un peu fait évoluer le catch avec une autre technique, un autre gabarit, un autre physique. Donc disons que des années... c'est reparti fin des années 70 à 90, il y a eu une recoupure et c'est reparti aujourd'hui. Si la FCCP devient comme la FFF, prévoyez-vous de créer des diplômes d'entraîneurs afin d'encadrer la profession? Ah ben moi c'était prévu avec... justement, moi je veux légiférer là-dessus, j'ai des dossiers, je vous dis au ministère,
D'ailleurs, on peut le voir sur le site de la Fédération française de catch. J'ai des diplômes que moi je remets à mes élèves pour qu'ils deviennent professionnels. On ne peut pas devenir professionnel comme ça. Alors, premièrement, les diplômes pour ces gens-là et des diplômes pour les entraîneurs. Évidemment. Puis après, les kinés, les médecins du sport, etc. Tout ce dont on peut bénéficier quand on appartient au sport. Sauf qu'on ne pourra jamais appartenir au sport intégralement puisque on fait du business quand même, on fait des galas, donc nous sommes des artistes. Donc, du moment qu'on est artiste, on dépend du ministère de la Culture. En revanche, pour les amateurs, pour mes écoles de catch, ou pour les écoles de catch, oui, il faudrait qu'on appartienne au ministère des Sports, pour que les jeunes soient suivis, justement. D'accord. Aux États-Unis, on sait que le catch est un business. Ouais. Au Japon, au Mexique, c'est une religion. Ouais. En France, dans les années 50-60, le catch n'avait rien à envier à ces pays-là. Pas du tout, non, vraiment pas. Bon, on a des souvenirs comme Bruno Sammartino aux États-Unis dans les années 60, que Shawn Michaels aujourd'hui aux États-Unis. Ouais. Comment vous expliquez l'extension, la fin de l'âge d'or du catch en France? Alors, il y a eu plusieurs phénomènes. Je crois que mes propres pères, se sont un peu foutus, et des journalistes et du public. Je vais vous donner un exemple concret pour que vous compreniez. Le catch, à l'époque, c'était un truc de milliardaire en France, il faut le savoir. Tous les catcheurs avaient des jets privés. Enfin, quand Johnny Hallyday gagnait 500 francs par jour à l'époque, un catcheur en prenait 40 fois plus dans sa journée. Donc c'était énorme. Simplement, vous aviez plusieurs organisateurs, plusieurs managers, des gens comme moi. Et vous n'aviez qu'un seul linge blanc ou un seul bourreau de bétume. Alors, ça devenait ambigu parce qu'à l'époque, vous n'aviez qu'une seule chaîne de télévision. D'accord? Et un seul linge blanc. Alors on s'apercevait que l'autre manager, qui ne pouvait pas avoir linge blanc, mettait un catcheur lambda avec un masque de linge blanc et disait c'est linge blanc. Donc on avait le soir en direct du Palais des Sports, en live, linge blanc. Mais à Rennes, on a la télévision aussi, on voyait en direct du Palais des Sports de Paris, linge blanc. Donc en fin de compte, il y avait 40 linges blancs. C'est un peu foutu de tout ça, vous comprenez? Et puis il y a un deuxième phénomène, c'est que les commentateurs, les journalistes, c'est-à-dire à l'époque, Drucker, Couder, Zitrone, Chapat, tous ces gros commentateurs de télé, ils ont tous commencé par le catch, mais après ils ont craché dans la suite. Voilà. Catch chiqué, catch cinéma, etc. Voilà. Donc tout ça, ça s'est un peu écroulé, c'est passé de mode. Il y a une autre mode, ça a été le football, le tennis à l'époque, et ça a un peu mangé le catch. Voilà. À la tête de plusieurs écoles de catch. Oui. Est-ce que c'est vous qui les avez toutes créées ou alors certaines sont venues vers vous tout simplement? Non, c'est moi qui ai créé, qui ai fondé tout ce phénomène. Je l'ai structuré de A à Z. Après, ça a pris une ampleur naturelle, mais au départ, j'ai tout créé, quoi. Vraiment, ça m'a coûté assez cher d'ailleurs. Le catch est un sport spectacle de l'entertainment, comme on dit aux États-Unis. Ouais. Mais c'est néanmoins très dangereux. Absolument. Vous êtes en prévention de catcheur. Tout à fait. Quel combat menez-vous à ce sujet Alors, j'ai plusieurs casquettes puisque je suis le patron. On peut dire que je suis le patron costaud du catch en Europe, mais je suis aussi père de famille, quoi. Et je connais mon métier puisque moi-même je suis un handicapé du travail à 52% par la cataracte, suite aux accidents que j'ai eu dans le catch. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a un professionnel affranchi à un accident grave tous les 3 ans. D'accord? Donc, moi, j'ai compris qu'on ne pouvait pas faire du catch à un enfant. Pourquoi? 2 raisons. La première, sa structure physique, enfin, tout du moins musculaire, n'est pas suffisamment puissante pour protéger une colonne vertébrale. Deuxièmement, le phénomène de la glande hypophyse, qui est dans une cavité proche de l'oreille, le phénomène du bébé secoué. Si on fait remuer cette glande, évidemment qu'on fait des chutes sur un ring. Bon. Et troisièmement, parce que les enfants, si vous préférez le catch, mes héros de ma jeunesse, c'était Zorro, Batman, Spider-Man. Aujourd'hui, les héros des enfants sont les catcheurs. Un phénomène sociétal. Donc, en partant de là, les enfants veulent reproduire ce phénomène de héros, quoi. Et on leur ment déjà, parce qu'on leur ment aux enfants, évidemment, vous comprenez? Moi, j'essaie de leur dire la vérité, ce qui est réellement le catch.
les dangers qu'il y a là-dedans. Donc je me déplace, je vais dans des écoles. Parce qu'aujourd'hui, on a répertorié en France, répertorié, je dis bien, c'est une longue enquête que j'ai menée avec des journalistes, avec des gens de l'éducation nationale, on a 63 enfants paralysés. Donc paralysé, ça veut dire paraplégique ou tétraplégique. D'accord? Donc on ne peut pas... Moi j'informe les enfants, mais j'informe aussi les parents. Dans toutes mes interviews médiatiques, je préviens ça. J'essaye de prévenir les mamans qui aiment... Parce qu'on a un autre problème de société aussi, c'est qu'aujourd'hui, les mamans, les jeunes mamans, veulent absolument que leur fils soit chanteur, comédien, mannequin, catcheur, footballeur. On a un problème à ce niveau-là. Donc moi j'ai des mamans qui m'appellent, mon fils voudrait être star à la WWE. Je dis madame, star c'est un chèque en bois déjà, ça n'existe pas, c'est pas un métier. Star plombier c'est un métier, star c'est pas un métier. Voilà, ils ne savent pas ce que c'est. Et là on a un gros problème. C'est-à-dire qu'on a un problème aussi des journalistes, au lieu de dire c'est du spectacle, mais du spectacle dangereux, c'est du chiquet, c'est du cinéma, c'est du bidon. Non, vous le verrez ce soir, c'est loin d'être du bidon, ça fait très mal, il y a des blessés, à chaque gala il y a un blessé. Bon, donc comment voulez-vous qu'un enfant qui n'est pas affranchi, qui ne respecte pas les procédures de sécurité pour faire une chute, ne s'exprime pas, vous comprenez? Donc je me bats pour ça, et ça c'est mon combat prioritaire. Les catcheurs américains travaillent à la fois leur physique et leur catch. Ouais. Faites-vous de même dans votre école, dans vos écoles? Moi, oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Moi, j'ai 1h30 d'échauffement. Un cours de catch, c'est 3h30 chez moi. 3h30? Ouais. On voit de nombreux main eventers en fait, aux États-Unis, surtout, mais aussi en Irlande, sont adeptes du culturisme. Ouais. À quoi un Batista à la française? Jamais. Jamais. Parce que pour être un Batista, il faut prendre à peu près 3 piqûres de stéroïdes par jour. C'est-à-dire des produits vétérinaires qu'on interdit de donner aux bœufs et aux chevaux aujourd'hui dans notre pays. Voilà ce que prend Batista, qui va mourir très bientôt, évidemment, très jeune, d'une crise cardiaque, comme ses copains. Ou alors qui tuera sa femme et ses mômes, comme a fait Chris Benoit. Voilà, parce qu'ils sont dingues. En fait, le catch est un sport dangereux. Il y a pas mal de personnes, des catcheurs qui nous ont quittés. Ça fait à peu près 40 ans que vous êtes dans ce sport. Ouais. Est-ce qu'il y a une disparition qui nous a plus touché qu'une autre, que ce soit américain, français ou... Moi, les disparitions qui m'ont choqué, c'est dans mon métier, des gens que je connaissais, des accidents. Voilà, on a eu beaucoup d'accidents, mais on a eu des accidents extérieurs au catch, c'est-à-dire on roule beaucoup, on fait beaucoup de galas, il y a eu déjà beaucoup d'accidents de voitures, il y a eu pas mal de décès dans les voitures. Il y a eu des accidents terribles sur le ring, on a vu des super catcheurs se retrouver dans une chaise roulante du jour au lendemain, quoi. Voilà, ça c'est choquant si vous préférez. On avait aussi un phénomène à l'époque dans les années 70 du public qui se rapprochait du public du football, quoi, vous voyez. Donc moi je me suis retrouvé dans des chapiteaux de 10 000 personnes, les chapiteaux commençaient à s'écrouler sur les gens parce que les gens devenaient fous, quoi. Donc tout ça c'est des choses qui m'ont marqué, c'est parce que j'étais jeune en plus à l'époque. Voilà, maintenant les disparitions en elles-mêmes, toutes les disparitions d'un être humain peuvent me choquer, que ce soit dans le catch ou ailleurs. Sauf que dans le catch, j'estime quand même malgré tout, pour être un des grands blessés de ce métier, peut-être l'un des plus de ma génération. Moi je suis vraiment handicapé, j'ai une prothèse de cheville, j'ai plus de ligaments, j'ai des plaques dans les vertèbres, vraiment, voilà. Je dis que nous on a fait un choix, parce qu'on est des adultes, c'était un métier comme être cascadeur, on a fait un choix, donc bon voilà, c'est comme un flic qui va se faire tuer dans la rue par un boxer. Je veux dire c'est un choix, après vous comprenez, voilà.